L'enregistrement fonctionne, donc je me présente. Je suis Simone Saint-Pierre, directrice de la formation continue au Centre Franco. Il me fait plaisir de vous accueillir à la formation L'innovation au cycle primaire offerte par Amanda Deneau. Dans le cadre des Instituts d'été du Centre Franco, édition 2023, nous remercions Amanda de partager son expertise avec nous et nous désirons également remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui nous permet, avec un financement, de vous offrir ces formations gratuites tout au long de l'année, parce que vous savez que les instituts, c'est les instituts d'été, d'automne, d'hiver. C'est aussi des formations préenregistrées, des balados dans le cadre du programme de services de formation professionnelle au Centre Franco. On a également le colloque TAC, donc le 5, 6, 7 décembre. Le colloque TAC vous offre des formations. Certaines formations sont seulement accessibles aux directions d'école et aux conseillers pédagogiques. D'autres, le matin, le midi et le soir, sont accessibles à tous les enseignants. Donc, nous vous invitons aussi à vous inscrire aux cours de qualification additionnelle. Tous nos cours de qualification additionnelle ont été révisés cet été pour inclure les éléments du nouveau programme cadre en français en ce qui a trait au programme cadre, aux cours en écriture et en lecture, et au nouveau programme cadre en sciences pour le cours de QA en sciences, et pour tous les cours de mathématiques également, le nouveau programme cadre qui date de déjà quelques années en mathématiques. Donc, nous offrirons tous ces cours au cours de l'année. Je vous invite à consulter le site web du Centre Franco et à vous abonner à notre infolette pour connaître toutes nos ressources. Donc, je cède la parole immédiatement à Madame Amanda Deneau et que je remercie encore une fois de partager son expertise avec vous. Et je remets dans le chat les liens appropriés pour la feuille de présence et vous faire une copie de la présentation. Bonne formation tout le monde et merci encore Amanda. À toi la parole. Merci Simone. Bienvenue. On est le 22 août, qui veut dire que bientôt ça commence. Moi, j'ai demandé de rentrer à l'école cette semaine, puis on m'a dit non. Ils sont pas prêts, les concierges ne sont pas prêts. Je pense qu'on est tous hâte de recommencer notre année scolaire. On est vraiment chanceux parce que on est un des seuls métiers où ça recommence, comme on a quelque chose qui recommence à chaque année. J'ai hâte de faire des changements cette année avec ma salle de classe. Mais de toute façon, merci d'être venu mardi, juste avant la rentrée. Bon, avant de commencer, si vous pouvez prendre juste quelques secondes, peut-être une minute ou deux à lire la reconnaissance du territoire. Je ne vais pas le lire pour vous autres, mais on va prendre juste une minute de silence pour être capable de lire et de montrer notre respect. Bon, alors c'est moi. Je ne sais pas si vous me connaissez, je vois des noms que j'ai vus déjà. Alors c'est ça, je suis Amanda et je suis une conseillère en éducation. Présentement, j'enseigne les STEM dans une école 7-12 au 7e et au 8e année. Et aussi, j'ai ma propre entreprise qui s'appelle WeSTEAM Innovations. J'ai commencé ça en 2020, durant la pandémie en fait, où j'ai commencé à faire beaucoup de travail avec des compagnies en éducation parce que durant la COVID, c'était le temps où la technologie a vraiment été essentielle pour l'éducation. Et voilà. J'ai pas accès au chat. C'est la première fois que j'offre un atelier sans chat. C'est un peu bizarre, mais Simone va être là, attentive, elle a dit. Puis, je voulais poser une question. Si vous pouvez juste peut-être me répondre avec votre microphone, ce sera mieux. J'aime beaucoup quand les caméras sont activées, mais c'est vraiment à votre choix. Je sais que des fois, on n'aime pas ça, mais je me sens un peu moins seule. Donc, si jamais vous vous sentez à l'aise d'activer votre caméra et votre microphone, vas-y fort. Mais ma question, c'est que est-ce que vous avez suivi un de mes ateliers auparavant?
Alors, ça fait 7 ans que j'enseigne avec le Centre Franco pendant les instituts et autres choses. Alors, pendant les dernières 7 ans, est-ce que j'ai des fans, des groupies qui ont déjà suivi un de mes ateliers? Je fie à toi, Simone, pour les réponses dans le chat. Au moins, Oui. répondre. Alors, probablement, dit Marie-Michel. OK. Alors, comment j'aime faire mes ateliers, c'est je veux vraiment que ça soit un forum ouvert. Alors, si vous avez une question, comme vous pouvez activer votre microphone puis couper ma parole parce que je peux parler longtemps. Alors, n'importe quand, sentez-vous à l'aise. Je pense que Simone avait déjà envoyé la feuille de présence. Alors, à vous de le remplir. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, on va juste... je vais essayer de respecter l'heure, mais ça, c'est quelque chose que je ne fais pas bien du tout, mais je vais essayer plus fort. D'habitude, je donne un petit time frame, mais de toute façon, quand les conversations roulent, on va juste suivre le rythme. Des fois, on a des besoins ailleurs de mon petit plan. Mais les grands thèmes qu'on va faire aujourd'hui, les grandes lignes sont, on va parler de c'est quoi l'innovation, qu'est-ce que c'est à vous autres, qu'est-ce que vous pensez, la littératie des inventeurs, le design thinking. Donc, l'emphase va être vraiment sur le design thinking, mais aussi, les curriculums de sciences et mathématiques qui sont nouveaux depuis 2020 et 2022. On a beaucoup de codage mentionné. Alors, il va falloir qu'on explore un peu qu'est-ce que ça a l'air, vos attentes et les contenus d'apprentissage en première, deuxième et troisième année avec codage et qu'est-ce que ça veut dire pour design thinking et autres. Alors, voici la question. On va juste poser une question. Vous pouvez répondre dans le chat, mais je ne peux pas le voir. Ou vous pouvez répondre à voix haute, ce sera bien. C'est quoi l'innovation? Selon vous, quand on voit ce mot, on le voit et qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les différents messages que vous voyez, les mots-clés, les termes en innovation? Nouveauté. Nouveauté, OK? Ça, c'est bien. 2 autres personnes sont en train d'écrire. Je vous encourage. On est 13. Essayez de nouveau. Création. Voilà. Évolution. Ah, Créer. Exact. Créer. Nouveau. Évolution. Évolution. Oui. Essayez de nouveau. Donc, Oui. Excellent. Innover, c'est exactement ça. C'est prendre des risques, être créative, etc. J'aime tout ça. Alors, j'ai juste quelques petits extraits du curriculum que je voulais ressortir. C'est quoi l'innovation? L'équipe pédagogique doit tenir compte de l'importance que révèle la résolution de problèmes dans tous les contextes, et non pas uniquement dans le contexte des mathématiques, pour inciter l'enfant à développer et à utiliser sa pensée créative, analytique et critique dans tous les aspects de sa vie. J'ai aimé ça parce que j'ai ressorti le fait que on parle de la résolution de problèmes, surtout en mathématiques, mais c'est vraiment dans la vie, on veut inciter que les petits-enfants, très, très jeunes, commencent à développer une manière de analyser. Donc, analytique et critique, c'est vraiment important. L'innovation, c'est comme, OK, dans le passé, quand on était à l'école comme élève, moi au moins, les enseignants nous disaient quelque chose, on copiait puis on répétait. On copie et on répète, et on copie et on répète. Il n'y avait pas beaucoup de place à questionner le pourquoi, mais si on faisait ça, ce sera mieux. C'était vraiment limité. On a beaucoup changé notre manière d'approche. Et pour moi, la résolution de problèmes, ça, c'est la deuxième étape. J'incite toujours que les élèves cherchent le problème. Donc, identifier le problème avant de résoudre un problème dans n'importe quel contexte, que ce soit à la récréation, que ce soit dans un sujet comme les langues ou la littératie, les sciences, les mathématiques, que les élèves voient quand, peut-être même pas juste un problème, mais quand il y a un scénario où il y a de la place pour l'amélioration. Et on va aller chercher la pensée critique, analytique. Dans le chat, on a Marie-Michel qui dit que l'innovation, c'est prendre des risques. Oui, absolument. Je vous invite à fermer votre micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui a du bruit.
Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Continue, Amanda. Prendre les risques, c'est vraiment important parce qu'on sort de notre zone de confort. Beaucoup d'enseignants, j'ai beaucoup de collègues, ils suivent leur script. Ils ont un script qui a été créé il y a longtemps et c'est ça. Ils le suivent parce qu'ils se sentent confortables. Et j'ai eu des conversations comme conseillère en demandant, en posant la question pourquoi est-ce que vous ne voulez pas évoluer un peu votre curriculum, votre programme. Puis ils disent qu'ils ne veulent pas se sentir mal à l'aise avec des choses qui sont nouvelles. Et les enfants, j'imagine, se sentent très semblables. Donc, c'est difficile de sortir et d'innover. Si c'était facile, tout le monde le ferait. So, je voulais juste parler les nouveaux programmes cadres en mathématiques 2020, ça a sorti en 2020, mais ça fait 3 ans déjà. Je ne crois pas. Sciences et technologies vient juste sortir l'année passée, mais ça fait longtemps que moi, personnellement, j'enseigne les nouveaux concepts du programme cadre de sciences et technologies qui était STEM et codage, puis on va revenir à ça. Mais je voulais juste vous mentionner qu'on va explorer les deux curriculums parce qu'il y a vraiment un lien ensemble. Donc, en mathématiques, on explore le nouveau programme en codage. Est-ce qu'on peut dire nouveau? Ça fait 3 ans, mais encore, je sais que c'est nouveau pour plusieurs. J'ai plusieurs amis et collègues et des enseignants que je connais qui disent « je ne le touche même pas. Je ne le comprends pas, je n'ai pas été enseigné, les formations, etc. On ne code pas. » Donc, je voulais juste peut-être aider un peu à ressortir où on est responsable et pourquoi. Donc, première, deuxième et troisième année, on va revoir un peu plus proche plus tard quelles sont les attentes spécifiques en primaire. Domaine A, habileté liée au STEM et liens connexes en sciences, c'est un domaine ciblé maintenant en ingénierie et mathématiques, incluant le codage dans le curriculum de sciences. Il faut comprendre que le domaine A n'est pas un domaine à enseigner explicitement tout seul, comme le nouveau domaine A en mathématiques. On est à intégrer le domaine A dans les autres domaines B, C, D et E, qui sont système vivant, matière et énergie, structure et mécanismes et système de la Terre et de l'espace. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train d'enseigner nos autres domaines, comme toujours, mais on va intégrer des manières de penser, genre STEM et codage, dans ces différents domaines. Puis, on va revenir à ça. J'aimerais poser la question, c'est quoi la littératie des inventeurs selon vous? Moi, je commence toujours à réfléchir dans tous les sujets, toutes les choses qu'on fait. Comment est-ce que les élèves peuvent devenir des inventeurs? C'est quoi la littératie des inventeurs? On sait c'est quoi la littératie financière, c'est quoi la littératie en mathématiques, c'est quoi la littératie en langue. Mais la littératie en inventeur veut dire quoi? Alors, selon vous, donne-moi d'autres mots-clés. Dans le chat, qu'est-ce que c'est la littératie des inventeurs? Alors, selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? La créativité. Créativité, c'est excellent. D'autres mots-clés? Penser en dehors de la boîte, think outside the box. Oui, think outside. Ingénierie plutôt. Oui, ingénierie. Exact. Donc, inventer. On veut inventer, on veut que les élèves inventent. On veut pas juste qu'ils copient. Ça me revient des fois à certaines leçons de Legos quand les élèves suivent des instructions de comment monter un Lego, mais ils littéralement copient bloc par bloc ce qui se passe. C'est un excellent début, mais après ça, on va dire, OK, invente votre propre modèle, prototype. Donc, de ne pas juste copier des notes, mais de vraiment donner dans sa tête une manière d'être la personne en charge. Donc, j'ai mis des mots-clés ici, tinkering. Ce sont des mots en anglais,
qu'est-ce qu'on veut dire en français? Le vocabulaire est très important. Donc, on a peut-être appris c'est quoi tinkering. Comment on peut être des adultes qui tinker? Moi, je suis un tinker. Il y a surtout des hommes dans sa garage qui sont des tinkers. Ils vont peut-être créer différents mécanismes pour faire certaines choses. Moi, je suis pas un homme, mais je suis vraiment dans le mindset de mathématiques et tinkering et créer. Si je n'ai pas quelque chose, est-ce que je peux le créer avant de l'acheter? Makerspace, on entend ça souvent. Ça, c'est un carrefour d'innovation. C'est un espace vraiment organisé pour donner de la place à utiliser ses mains et créer des choses tangibles. Ou mon carrefour d'innovation, ce n'est pas une salle de classe typique où on a des chaises et des tables pour la théorie, mais il y a beaucoup de place où que les élèves puissent être debout en train de couper, coller, fabriquer. Maker Movement, c'est le mouvement maker. On entend en français le mouvement maker, c'est où on veut que les élèves créent. Ils sont les personnes qui vont faire. Et maker culture, la culture de fabrication, encore aussi un autre mot, fabriquer. Créer, fabriquer, bâtir, construire, beaucoup de synonymes. Qu'est-ce que le movement maker? Le movement maker est une révolution culturelle qui valorise davantage le fait que les individus deviennent des créateurs de produits ou de services, plutôt que de simplement les consommer. On est vraiment dans une habitude d'être des consommateurs où on peut acheter en ligne, surtout avec Amazon. Je suis coupable beaucoup d'aller acheter avant de peut-être créer moi-même. Des fois, je peux tinker, mais des fois, je suis pas mal coupable de dire, OK, je vais acheter ça au lieu de le créer moi-même. On veut aller chercher que les jeunes soient les créateurs au lieu des consommateurs. Et voici une ressource si vous voulez lire un excellent article, What You Need to Know About the Maker Movement. Quelques petites citations qui me ressortent quand on parle de littératie des inventeurs. L'éducation dans la vision courante consiste à essayer de rendre l'enfant conforme au type d'adulte de la société à laquelle ils appartiennent. Tandis que pour moi, l'éducation consiste à faire des créateurs. Il faut faire des inventeurs, des novateurs et pas des conformistes. C'est vrai, même avec mes enfants, je suis une maman de 4 et c'est des fois très facile. On est en train d'élever les enfants, soit à la maison ou à l'école, où on veut qu'ils conforment au type d'adulte de la société aujourd'hui. Mais aujourd'hui n'est pas la même chose que quand eux autres, ils vont devenir adultes. Mais on sait ce qu'on sait. Donc, on est en train de seulement élever ces enfants dans le monde qu'on connaisse. Au lieu d'essayer de faire questionner, si même les sujets changent, les habitudes jeunes de questionner, inventer, créer, au lieu de juste dire oui, madame, je vais faire ça parce que tu m'as demandé de le faire. Alors, c'est très difficile de donner un peu de contrôle, laisser aller le contrôle, en même temps d'avoir une bonne gestion de classe. Donc, ça, c'est un autre problème, mais on veut qu'ils explorent et puis deviennent exactement ça. L'innovation, c'est qu'ils commencent à explorer eux-mêmes. Une autre citation, fabriquer quelque chose puis tenter de l'améliorer. Voilà un trait fondamental de l'humanité. Depuis que l'homme des cavernes a allumé son premier feu ou chassé son premier phoque, l'homme est un bricoleur. Ça, c'est un maker. L'histoire a donné raison à cette logique implacable selon laquelle, en matière d'apprentissage, les meilleurs résultats sont dérivés de l'expérience. Donc, en salle de classe, on peut commencer à voir fabriquer, mais de le faire mieux, améliorer. OK, on a une type de machine, un truc, puis est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça soit mieux? Je pense que des fois, on est juste pris dans le mindset que c'est ça, ça fonctionne comme ça, puis that's it, that's all. Dans le programme cadre de sciences, comme vous voyez dans le coin à la droite, j'ai inclus le symbole de science parce que mes slides vont des fois parler de science, des fois parler de mathématiques, mais j'ai inclus le logo pour que vous puissiez bien suivre. Processus de design en ingénierie. OK, c'est quoi ça? En anglais, on dit design thinking. Mais sache que beaucoup de ressources en français disent aussi design thinking. Il faut juste donner un petit accent à thinking. So, on peut dire design thinking. Ah, là, c'est français. Alors, processus de design en ingénierie dans le curriculum, ça, c'est le vocabulaire qu'ils utilisent. C'est quoi le design thinking? Et pour moi, ça, c'est mon terme principal. En ce moment, dans les dernières 2 ans, surtout, design thinking englobe tout mon programme de sciences.
Moi, j'enseigne les sciences et la section codage en mathématiques pour tous les 5 classes de 7e année dans mon école. Donc, ils rentrent dans mon carrefour pour 1 heure par jour. J'enseigne les concepts sciences et j'intègre mathématiques. Donc, design thinking englobe vraiment, c'est notre thème principal. Dans le curriculum, dans la section mise en contexte, puis j'ai inclus un lien pour vous. Démarche scientifique et processus de design en ingénierie est juste ici. Il y a une section pour ça. Là, j'ai dit résolution de problème ou identification du problème. Dans ce cas, quand tu commences à voir ça, au lieu de résoudre quelque chose, là, le design thinking met l'emphase sur que l'enfant est en train d'identifier où il y a un problème. Puis on va passer à travers toutes les étapes très explicitement. Le curriculum vous donne le logo qui a l'air comme ceci. C'est un processus qui se répète, comme vous voyez. Donc, étape numéro 1, dans la définition et la planification, on est en train de voir qu'il y a des étapes d'examiner et comprendre c'est quoi un problème. Ensuite, on continue avec un brainstorming. On crée notre prototype, on teste, on évalue et on modifie. Ensuite, on communique la solution. Donc, ceci est un schéma donné dans le curriculum, mais je voulais vous montrer le mien. Ça, c'est mon schéma que je donne à mes élèves sur le design thinking. Donc, mes leçons de sciences incluent à chaque fois mon petit schéma que j'ai créé moi-même. Donc, si on regarde chaque étape, étape numéro 1, on a un scénario et on veut que les élèves apprennent au sujet de, disons, système vivant. Et on parle, disons, en 3e année, on va prendre comme exemple, comment l'environnement, on parlera plutôt de comme les pollinisateurs et d'autres fleurs. Alors, on comprend en 3e année en système vivant, on doit apprendre que les plantes ont une place sur la terre, c'est quoi la photosynthèse, ainsi de suite. Là, on a un problème dans le monde et on sait que de moins en moins, on a nos arbres ou les plantes. Parce qu'avec la révolution industrielle, on commence à enlever les champs. Donc, dans l'étape numéro 1, comprendre et identifier le problème, le mot-clé que j'ai surligné, j'ai mis en bold ici, en gras, c'est l'empathie. On commence très jeune avec l'empathie pour les enfants, qu'ils comprennent comment les autres se sentent. S'ils ne comprennent pas les sentiments et les impacts de ces sentiments dans un scénario, ils ne seront pas capables d'identifier le problème. Donc, comprendre et identifier le problème, c'est quand l'enfant comprenne un scénario, les enfants comprennent le scénario puis comprennent les sentiments englobés. Alors, en expliquant, des fois, surtout au primaire, on peut lire des livres. Dans votre période de lecture avec les élèves, il y a certainement, surtout dans une narration, une histoire, un problème. Que les élèves comprennent les sentiments du petit personnage. Peut-être on lit un livre au sujet de les abeilles qui disparaissent. C'est quoi le problème quand les abeilles disparaissent? C'est quoi l'impact? Why do we care? L'empathie. Prochaine étape dans notre scénario, c'est que, OK, on a compris c'est quoi le problème, on a identifié le problème. Là, on va être des petits ingénieurs et on va imaginer tous les scénarios qu'on peut faire pour aider le problème. On peut imaginer, brainstorming, lancer toutes les idées. Après avoir une session comme ça, on peut maintenant demander que les élèves choisissent une idée qui prend de l'allure et qu'ils les construisent. C'est le temps de construire, fabriquer, bâtir un prototype. Le mot prototype, très important, c'est en gras parce que les élèves ont besoin d'utiliser ce vocabulaire dans le design thinking. Ils vont dire en première année, j'ai fait mon premier prototype. J'ai fait le 2e prototype parce qu'ils doivent comprendre que c'est juste une version. Tout est juste une version. Puis, après avoir construit un modèle et un prototype, ils vont tester et évaluer. Donc, par exemple, en 3e année, les élèves sont en train peut-être de créer, un exemple que j'ai fait en 3e année, un pollinisateur des abeilles pour compter combien de fois qu'une abeille visite une plante.
Donc, en technologie, en STEM, on a un kit, une trousse ou quelque chose que les abeilles vont visiter la plante et ils touchent un capteur qui va maintenant allumer à chaque fois que l'abeille tombe là-dessus. Ou même plus simple, sans technologie, que les élèves sont en train de faire un bricolage sur quelque chose qui peut aider les abeilles. Et à ce point, ils vont tester et évaluer. En testant notre prototype pour dire est-ce que ça fonctionne comme on aurait voulu. Et si oui, on peut maintenant sortir et partager la solution avec la classe. Peut-être qu'ils vont faire une présentation, peut-être qu'ils vont faire sa propre site web, peut-être qu'ils vont faire un TikTok s'ils sont plus grands, une vidéo ou quoi. Mais ça, c'est quand on partage. Mais n'oublie pas l'étape, selon moi, la plus importante. Si on teste et on évalue, first shot, ça fonctionne, ça, c'est vraiment pas la meilleure production. On sait que Apple n'a pas sorti avec une version d'un iPad et ça, c'était tout. Donc, quand on teste et on évalue, on voit que, on aura pu faire des optimisations à notre conception, à notre prototype. Donc, c'est une loupe, une boucle, si on voit. Après avoir testé, on fait des petites modifications et on reconstruit. OK, comment est-ce qu'on peut optimiser le problème qu'on a vécu ici? Et on reconstruit. On teste de nouveau et on reconstruit. On teste de nouveau. Les élèves restent dans cette boucle du processus design thinking, la pensée d'ingénierie. Ils peuvent être dans cette boucle pour une semaine et je suis très contente avec ça. S'ils sortent la boucle très tôt, ils n'ont pas vraiment beaucoup appris. Ça, c'est la partie ici où l'apprentissage et la créateur et la littératie des inventeurs est vraiment, vraiment grand. Je donne un exemple de structure très simple. Les élèves sont en train de construire, disons, des structures avec des bâtons popsicles. Et ils ont de l'empathie au début. OK, on a besoin de construire un tour. Il y a beaucoup de vent dans cette ville, donc ça doit être très stable dans le bas. Ils montrent toutes ces idées de brainstorming. Ils construisent, ils testent et ils voient que, non, je ne peux pas mettre une charge plus que quoi. Donc, on doit optimiser la base, etc. Oh, ça a tombé, on reconstruit. Ça, c'est la partie, finalement, à la fin, quand ils sont satisfaits avec leur structure, ils partagent la solution. Maintenant, je vais ressortir le curriculum. Ça, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que vous pouvez tous lire, vous avez une copie de cette présentation. Mais j'ai pris mes étapes et ma terminologie que moi j'aime utiliser, puis je l'ai liée dans le schéma utilisé dans le curriculum. Donc, dans l'étape numéro 1, définition et planification, il y a 2 étapes. Examiner et comprendre un problème. Donc, voilà, comprendre, identifier le problème, empathie. Tous les mots ici sont des processus que vous pouvez utiliser comme checklist. Si vous êtes en train d'évaluer vos élèves et voir ce qu'ils comprennent, ça, c'est une excellente checklist si vous voulez mettre ça dans un tableau Google ou quoi, et puis vous check. Est-ce que l'enfant identifie les personnes touchées par le problème? Parle à cette personne. Est-ce que l'élève a fait une entrevue avec les personnes touchées par le problème pour écouter attentivement et comprendre les sentiments, avoir de l'empathie pour comprendre leurs expériences, leurs points de vue et leurs préoccupations? Revoir des problèmes connexes et les solutions à ces problèmes et déterminer les enjeux entourant la durabilité, la santé et la sécurité. Par exemple, si un problème dans science on est en train de faire, c'est qu'on veut bâtir un chariot pour aider une vieille madame avec ses sacs d'épicerie. Et la madame n'est pas capable d'utiliser ses mains. Donc, peut-être que l'enfant parle à la madame, puis demande les questions, pose les bonnes questions, comment est-ce qu'elle se sent, c'est quoi les vrais problèmes, les préoccupations. Quand l'enfant comprend maintenant les douleurs de cette vieille madame, les choses qui la limitent, les élèves sont capables de commencer un brainstorming parce qu'ils ont toutes maintenant les informations nécessaires pour aider pour identifier ce problème. Étape numéro 2, brainstorming et idées, concevoir et proposer des solutions potentielles. Ça, c'est quand on est en train de juste lancer tout au mur, faire un remue-ménage des propositions. Peut-être les élèves disent, OK, la madame n'est pas capable d'utiliser sa main, on va construire quelque chose qui va autour de ses hanches et par là, elle va tenir tous ses bagages en arrière, mais elle peut marcher, puis, non, mais si elle fait ça, elle va possiblement tomber sur les craques,
les choses doivent être devant elles, etc. Ça, c'est où toutes les conversations et brainstorming se passent. Mes élèves, quand ils font leur processus d'imagination et brainstorming, ils sont tout partout dans le carrefour d'innovation. Ils sont en train d'écrire sur le mur, les tableaux blancs, je veux dire, ou les places qui sont effaçables. Ils sont en train de dessiner des schémas. Peut-être ils sont en train de le faire à l'ordinateur avec Jamboard ou quoi, mais ils lancent toutes les possibilités. Là, on sort de définition et planification parce que ça, c'est étape numéro 1, vraiment. Définition et planification. Là, on saute à réalisation et consignation. Réalisation, c'est le temps de construire. Let's do this. Donc, on sélectionne une option dans notre brainstorm et on crée notre prototype. Ça, c'est où les élèves commencent à bâtir, fabriquer et créer. Utilise le mot prototype avec vos élèves dès la première année. Puis là, on teste le prototype, qui veut dire que en même temps qu'on est en train peut-être de créer, on teste. So, on revient à l'exemple des élèves qui font une structure, mais ils vont utiliser le vocabulaire. OK, j'ai créé un prototype, mais regarde, on teste. Mets un petit charge ici. Non, regarde, ça va tomber parce que ceci, Donc, en même temps qu'on construise et on est en train de créer les prototypes, on teste même des fois sans savoir qu'on teste. Donc, si les élèves peuvent observer et reconnaître et comprendre qu'ils sont en train de tester et ils peuvent d'abord sauter à la prochaine étape qui est analyser. Quand on analyse notre test, puis on dit, ah, OK, écoute, on a mis une charge sur la structure, puis on voit que ce n'est pas stable. Là, ils peuvent optimiser. Quand ils analysent le test et les résultats, soit les résultats quantitatifs ou qualitatifs, ils voient les résultats, puis ils disent, ah, OK, il faut que j'améliore. Donc, je vais vous laisser explorer sur votre propre temps tous les mots-clés ici. Mais comme je répète encore, c'est vraiment une bonne idée de créer votre propre design thinking checklist quand vous marchez autour avec vos élèves et pose la question. As-tu testé? Oui. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Well, je l'ai testé, puis là, j'essaie de voir si... Ah, check, l'enfant est incapable d'analyser. Et finalement, quand on sort de la boucle de optimiser, test, construire, optimiser, test, construire, on partage la solution. Ça, c'est la communication. Choisir un mode comment on peut sortir avec votre public, votre modèle. Soit mes élèves aiment faire un site web avec Google Sites, ils vont créer son propre pour son production finale, à vendre son matériel. Des fois, ils font une vidéo, des fois, ils font un TikTok. Ça, c'est... je dis TikTok, mais c'est vraiment avec WeVideo, ils créent leur propre petit avertissement. On n'a pas TikTok à l'école, mais leur propre YouTube ou vidéo comme ça. Parce que ça, c'est la langue. C'est comme ça qu'ils comprennent. Ils regardent tous les produits à TikTok ou YouTube. Alors, je vais prendre une petite pause. Je vais arrêter là une seconde avant de sauter au curriculum de mathématiques. On va changer un peu de voix. Quand même, tout va ensemble, mais j'aimerais entendre des scénarios, des situations de votre part, de où est-ce que dans votre salle de classe, soit vous utilisez déjà Design Thinking, ou que vous peut-être mettre un peu plus explicitement ces étapes de Design Thinking dans votre salle de classe. Je suis contente d'entendre des exemples. Puis je vais juste mettre ça, les étapes, quand vous partagez. Ouvrez vos micros, soyez sans crainte. On ne vous mangera pas. On aime ça entendre vos belles voix. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Je vais lire les réponses à Amanda. Sans même savoir, j'imagine qu'on est en train d'utiliser ça dans notre jour à jour avec les jeunes. Et où est-ce qu'on pourrait peut-être intégrer le design thinking dans tous nos sujets? Pas juste science, mais tout partout. Est-ce qu'il y en a qui le font, par exemple, en littératie pour trouver le schéma narratif ou je ne sais pas. Pas enseignante, là, mais... Il y avait un exemple dans l'autre atelier avec le cycle préscolaire. C'était-tu Anne-Marie qui elle est là aujourd'hui? Est-ce qu'elle était là?
Mais il y avait une madame qui a expliqué qu'il faisait un bricolage. C'était les marionnettes d'oiseaux, puis là, un petit garçon avait mis une poignée derrière pour le tirer, pour qu'il puisse parler ou voler, quelque chose comme ça, là. C'est exactement ça. J'ai aimé ça beaucoup. Ça m'a vraiment resté dans ma tête. Il faisait un bricolage, comme toujours. Je pense que c'était après peut-être une lecture ou quelque chose, où un oiseau doit voler, puis les enfants ont un modèle à suivre. Parce que c'est toujours le cas, on leur donne des modèles. Et ils les suivent. Mais il y avait un élève en particulier qui avait mis un poignet en arrière pour faire voler son oiseau. Comme un genre de marionnette. Et ça, c'est où on optimise une prototype. Quand on prend notre modèle puis on va plus loin. Pourquoi est-ce que l'enfant avait besoin de ça? Bon, les oiseaux volent. Donc, il fallait faire que les oiseaux volent. Et puis, il a mis un poignet plus facilement pour lui de tenir ce oiseau. Ça, c'était vraiment une excellente idée. Mais ça, c'est la littératie des inventeurs. On veut aller chercher comment est-ce que vous pouvez optimiser, faire mieux, changer, évoluer, innover votre prototype. Donc, plein d'exemples où on peut explicitement utiliser ce vocabulaire pour faire les jeunes penser. OK, on va continuer. J'aimerais changer un peu de voie vers le curriculum en mathématiques, mais prends en considération que le design thinking est toujours en lien avec ce style de la pensée computationnelle. Mais un peu plus explicite, quand on dit la pensée computationnelle, on parle de bien analyser, décomposer, créer des pistes et des solutions avec la pensée séquentielle et critique. Donc, ça, c'est englobé avec le codage dans le design thinking parce qu'on utilise la technologie, soit branchée ou débranchée, ça ne doit pas toujours être un ordinateur, mais dans le fond, on va vers là que les pensées sont très séquentielles, une à la fois, étape par étape. Et dans le curriculum, on parle du codage. Qu'est-ce que cela veut dire? En science, le codage est mentionné qu'on doit intégrer des codes dans les différents projets. Et oui, on est capable. Puis je vais vous montrer des exemples pour le cycle primaire bientôt. Mais qu'est-ce que cela veut dire codage? Là, on parle de 3 différents types de codage très, très populaires où vous pouvez l'intégrer dans votre salle de classe. Je peux vous dire qu'à la fin, la programmation textuelle, première année, deuxième année, troisième année, possible, mais rare. Les élèves sont d'habitude au début où on veut montrer une étape à la fois comment éventuellement, surtout en 7e et 8e, 9e, 10e et plus haut, qu'on va programmer d'une manière textuelle. Ça, c'est le vrai codage, programmation textuelle que les programmeurs utilisent. Maintenant, parlons-nous de codage par langage courant qui est pseudocode. Chaque chose qu'on est en train de faire est séquentielle. C'est un code. On peut penser à notre ordre de notre jour. Quand on se lève, on a d'habitude une routine, mais sans même la routine, même quand la routine est différente, on est en train de faire des choses étape par étape. C'est possible de faire plusieurs choses à la fois, mais même ces choses ont des étapes par étape. Et on peut faire cumuler 2 choses, mais les instructions, les directives sont vraiment séquentielles. Donc, parlons-nous de pseudocode. Pseudocode veut dire un code quand on n'utilise pas la vraie programmation, mais surtout quand on utilise des instructions, des directives à l'oral, mais aussi avec des symboles. Donc, un pseudocode veut dire que quand on explique des directives. Donc, si j'étais pour dire, OK, avec pseudocode, si votre fête tombe entre les mois de janvier et mars, tape tes mains. Sinon, fais comme une poule. Donc, je suis en train d'utiliser une série de directives, mais je le fais à l'oral. On le fait beaucoup en éducation physique aussi. De demander qu'ils font des choses physiques avec des ponts et quoi. Montre ta main, tape tes mains 5 fois,
Donc, on est en train de faire du pseudocode. Un peu plus loin, on va maintenant vers les codages par les blocs. On voit ça souvent, j'imagine, avec Scratch, MakeCode, Code.org, beaucoup de personnes pisent sur ça. Et ensuite, éventuellement, on veut que les élèves arrivent vers la programmation textuelle. All right, on est redevable. Maintenant, ça, c'est les choses qu'il faut qu'on enseigne en cycle primaire. En première année, on demande dans le curriculum, si vous regardez, les attentes ne changent pas. Les contenus d'apprentissage ne changent pas, autre que les mots-clés. En première année, on demande que les événements séquentiels soient enseignés. En deuxième année, on demande que les événements séquentiels et les événements simultanés soient enseignés. Et en troisième année, on demande que les événements séquentiels et les événements simultanés et les événements répétitifs soient enseignés. C'est si simple que ça. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça, c'est un schéma que j'ai créé, que j'aimerais en discuter au sujet du vocabulaire qu'ils utilisent dans le curriculum. Je vous pose une question, vous pouvez répondre dans votre tête, mais quand les enfants sont très, très jeunes, genre bébé, est-ce qu'on demande qu'un enfant lise ou écrive? Alors ici, le C3.1 dans le curriculum dit résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques de façon computationnelle en écrivant et en exécutant des codes, y compris des codes comprenant des, et en première année, ce sont des événements séquentiels. En deuxième année, ce sont des événements séquentiels et simultanés. En troisième année, on ajoute les événements répétitifs. Mais on demande premièrement que les élèves écrivent et exécutent. On ne demandera jamais qu'un enfant commence à écrire avant de voir la lecture. C3.2. Lire et modifier des codes donnés, y compris des codes comprenant des, et on inclut toutes les choses première, deuxième, troisième année, et décrire l'incident des changements sur les résultats. Je vous propose fortement de changer l'ordre de ces attentes. Critère C3.2 devrait flipper avec celui-là. Personne au ministère m'a demandé mon opinion et je pense pas qu'ils vont écouter mon opinion, mais ça, c'est en envers. On va jamais demander qu'un enfant commence à coder et écrire un code ou écrire n'importe quoi sur une page vierge ou un écran vierge sans être capable de lire un code qui existe déjà ou des mots qui existent déjà. Comment est-ce que l'enfant peut écrire le mot « chat » s'ils n'ont jamais vu le mot « chat » dans une lecture? Donc, je commence jamais avec mes élèves avec une place vierge. Je dis « Ah, voici un code que j'ai créé. » L'enfant le lise. Qu'est-ce que tu penses ce code va représenter, cette série de codes? C'est pour cela que j'ai ajouté dans mon schéma le mot « prédire ». Prédire, on demande que les élèves prédisent en 9e année, mais pas avant. Je propose de prendre l'étape de prédiction et de le mettre en première année. Donc, tu vois, étape numéro 1, c'est mes lunettes. On donne un code à l'enfant, puis il lise. Disons qu'on donne un code qui représente à l'écran un carré. Puis l'enfant va dire, OK, qu'est-ce que tu prédis? Qu'est-ce que tu penses le code va faire? Le chat en Scratch, qu'est-ce qu'il va faire? Et l'enfant va dire, ouais, je pense que si on clique le drapeau, qu'il va faire un carré. Et puis, l'enfant peut cliquer le drapeau puis voir, ah oui, bravo, vous avez raison, bonne prédiction. Là, on demande que l'enfant modifie le code. En première année, deuxième année et troisième année. Change l'ordre de ce code. Change-le. Qu'est-ce que tu penses? Et on prédit encore après la modification. On devrait peut-être même mettre prédire encore. Mais on modifie avant de faire le output. Demande la question, pose la question. Qu'est-ce que tu penses maintenant ceci va faire? Tu as changé que la boucle est 3 et non pas 4. Et tu as changé que l'angle est différent.
qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et l'enfant va dire, je pense que je vais faire un triangle cette fois. OK, clique le drapeau. Et quand l'enfant décrit la modification qu'ils ont fait dans le code, et ils sont capables de décrire les changements. Ici, on décrit. Ah, quand j'ai changé que mon bloc de code répète 3 fois, mais je n'ai pas changé l'angle, ça n'a pas fait une forme. So, l'enfant a lu un code, prédit ce que le code va faire avant de le faire, de le cliquer. Ensuite, l'enfant a modifié un code qui existe déjà. Modifié les codes donnés. Ensuite, l'enfant a décrit les changements de ces modifications. So, étape 1, 2 et 3, c'est 3.2. Maintenant, ici à la fin, c'est 3.1. Après beaucoup de pratiques avec ces 3.2, de lire et modifier des codes qui existent déjà et de décrire les changements, beaucoup de pratiques, ils voient, ils comprennent et ils peuvent maintenant créer et écrire ses propres codes en exécutant ça. C'est 3.1. Maintenant, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Comment est-ce que je peux intégrer le codage dans mes cours de sciences et en mathématiques? Coder à l'oral avec le pseudocode, commence à parler avec les étapes. Au lieu de juste dire va là-bas, dire hey, prends 5 pas, tourne à la droite un quart de tour, va chercher ça. Les enfants vont commencer à utiliser la pensée séquentielle comme ils font le matin quand ils mettent de pâte dentifrice, il prend sa brosse à dents, il le lève à ses dents. Pendant 2 minutes, il va faire cette motion, ainsi de suite. Toutes les étapes que les élèves sont en train de créer ou de suivre, on veut qu'ils le disent à l'oral. Vocabulaire. Aussi, avec le codage débranché, on peut utiliser des flèches, même dans le tapis dans la salle de classe. On peut demander qu'ils comprennent, qu'ils commencent à comprendre, à avancer et à tourner. Et en première année, il y a un débat. Moi, je suis sur le côté de oui. Les personnes pensent que de dire 90 degrés en première année est trop avancé. Moi, je pense que non. Si les élèves comprennent que tourner à droite un quart de tour, on peut dire 90 degrés. Puis si on dessine avec des cercles, ils vont comprendre dès 6 ans c'est quoi des degrés si on commence à leur faire explicitement regarder voir quand ils font leur tour avec leur corps. Maintenant, le codage branché. Voici des plateformes, Code.org, Codable, Scratch Junior, aussi Scratch. En deuxième, troisième année, je propose fortement de commencer vers le vrai Scratch. Mais je voulais juste souligner une infographie que j'ai créée. Donc, je vais cliquer là-dessus, puis voici mon infographie en anglais et en français. Si on choisit, on clique là-dessus, on peut voir, excuse-moi, j'ai cliqué le mauvais, je vais juste ouvrir comme ceci avant. Chaque année, où on a vu dans la présentation, puis je vais retourner ici, si vous voyez que j'ai mis un espace vide, parce que les attentes et contenus ne changent pas une année après l'autre, mais au lieu, on rentre là-dedans différents événements. En première année, on demande d'apprendre les événements séquentiels. En cliquant ici, ça va vous donner un exemple de qu'est-ce que ça a l'air un code séquentiel. On n'a pas de temps à aller à travers chacun, mais je vous propose et je vous invite d'utiliser cette infographie. Et si vous enseignez jusqu'à 3e année, continue. N'arrête pas là. Les enfants sont capables d'aller plus loin. Et ce sont tous les tomes et des exemples des tomes là-dedans. Alors, voici des exemples pédagogiques. Je veux juste sortir des choses explicites pour codage. J'ai d'autres ateliers enregistrés avec le Centre Franco si vous voulez jamais voir plus en détail le codage, mais je voulais vous montrer des exemples pédagogiques de ce qu'on a fait, moi et mes élèves, avec le design thinking et le codage. Donc, comme on a mentionné tantôt, de faire un compteur d'abeilles avec des petites bébelles comme Climate Action Kit avec la compagnie Inksmith, j'étais capable de faire réaliser combien de fois qu'une abeille va venir à une plante
Et avec un capteur de tactile, les élèves avec un microbit sont capables de voir des choses allumées. Aussi, une pompe hydroponique crée sa propre Fitbit. Tout est intégré en mathématiques et en sciences et que les élèves doivent suivre le processus de design thinking parce qu'ils doivent comprendre le problème, faire des brainstorming, créer des prototypes. Par exemple, ce monsieur ici avec le Fitbit créé par Microbit sur son sandale, il a remarqué que ça restait pas, ça tombait, donc il fallait, ça c'était son test, il fallait retourner optimiser son design et créer quelque chose d'autre. Finalement, il y avait un élève qui l'a mis sur sa tête, puis il a trouvé que c'était le plus facile à le tenir. Et on a une photo d'un élève qui prend les données et les data et analyse les données. Une manette de jeu vidéo créée avec Makey Makey, un système d'alarme. Si je clique là-dessus, je ne sais pas si vous pouvez entendre le son, je ne pense pas que j'ai choisi d'activer le son, mais juste un petit exemple de, hey, l'enfant voulait faire un système d'alarme parce que quelqu'un volait, disons dans une histoire qu'on a lue, volait dans une armoire. Et voilà, quand on ouvre... Okay, show Paul what happens if someone breaks into the closet. Avec du papier aluminium, le conducteur touche une alarme et il y a un son. Okay, show... Je pense pas que j'ai activé le son, mais quand même, quand elle a touché le poignet ici et là, ça faisait un son. En passant, c'est ma fille. Et voici une jardinière créée avec une imprimante 3D. Système vivant, il voulait dire que c'était un prototype pour aider le climat. D'autres exemples pédagogiques, dans mon cours d'anglais, ils avaient besoin de créer un modèle, quelque chose, puis ils l'ont imprimé durant COVID, différents prototypes de comment on peut faire des différents accroches pour nos masques. Les bébelles et les imprimantes, c'est possible. Allez parler avec votre administration, d'aller acheter s'il y a un budget pour vous. Avec 2 curriculums, il y a toujours un budget pour trouver des bébelles qu'on peut utiliser pour aller vers design thinking. Microbits, Climate Action Kit. Il y a un nouveau, si vous savez c'est quoi Climate Action Kit, ça c'est l'ancienne version avec Inksmith. Inksmith maintenant a sorti avec une plateforme Forward EDU. Je suis la conseillère en éducation pour la compagnie. On est en train d'écrire des leçons en lien avec la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e année. Malheureusement, pas première année, la 2e année encore. Mais en cliquant ici, si vous voyez, on travaille sur de l'éducation avec design thinking et ingénierie qui est en lien avec le climat et tous les objectifs de développement durable. Donc, des différents trousses en 3e année, on commence avec le bee counter et on va vers comme une éolienne et des systèmes hydroponiques, tout en lien avec le curriculum de sciences et mathématiques. Alors, ça, c'est juste un lien que vous pouvez explorer avec votre administration. Makey Makey, si vous en avez, c'est un excellent début pour être des inventeurs. Mes élèves inventent toutes sortes de choses. Par exemple, notre unité de musique cette année, on n'avait pas d'instruments dans l'école. Donc, les élèves ont suivi le design thinking et ils ont dit, OK, identifier le problème, on n'a pas d'instruments, Madame Deneau ne veut pas en acheter, on a besoin d'abord de créer nos propres. Là, le brainstorming est sorti, où les élèves ont créé des instruments puis ont formé un band avec Makey Makey. Donc, une trousse où les câbles peuvent aller à votre ordinateur pour créer des sons. Et les élèves ont créé ses propres tambours et ses propres guitares et claviers. J'ai pu enseigner une unité de musique avec les instruments créés par eux-mêmes. Et j'arrêterai là. Voici des ressources pour vous si jamais vous voulez visiter. Il y a plein de projets en codage avec le projet de ressources curriculaires en mathématiques. On était en support avec OMI. C'est moi qui étais le chef de codage pour tous ces leçons et je crois fort dans ces leçons. Alors, il y a beaucoup de ressources. C'est juste une manière maintenant de prendre un peu de temps, utiliser le bon vocabulaire et changer notre manière de livrer
j'imagine que vous êtes déjà en train de tout faire. C'est juste un peu de tweaking et de recherche à faire. Et sur ce, je te passe la parole, Simone. Bonjour. Alors, merci pour cette excellente formation. J'avais oublié de préciser que c'était une formation offerte en collaboration avec l'AFEMO, l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario. Donc, nous remercions l'AFEMO de leur collaboration. Ça fait quelques années que nous avons une collaboration avec eux que nous apprécions énormément. Donc, la formation est terminée. Je vous invite à compléter le sondage de satisfaction. Je viens de mettre 3 fois même le lien vers le sondage. Et puis, si vous avez des questions, nous sommes encore ici pour 4 minutes. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à quitter la rencontre, mais assurez-vous d'avoir ouvert l'onglet pour compléter le sondage de satisfaction avant. Et puis, est-ce que tout le monde a réussi à télécharger la formation? Merci tout le monde. N'oubliez pas de compléter le sondage de satisfaction. Question? Merci. Oui, des questions, vous pouvez les poser dans le clavardage, ouvrir votre micro. Allez-y, Lydie, vous pouvez ouvrir votre micro, puis... Est-ce qu'on peut arrêter l'enregistrement, peut-être? Oui, effectivement, j'étais en train d'oublier. C'est fait. Merci beaucoup du rappel.